Alors, ben, les travaux de sémiographie, ça s'apparentait aussi à ce que j'ai fait en sémiotique. J'ai publié un certain nombre de textes sur la sémiotique de l'INAM, par exemple. Et puis, j'ai contribué à des collectifs en sémiotique, de sorte que les sémioticiens ont fait de moi, pour ainsi dire, un sémioticien sans le savoir. Ils m'ont intronisé sémioticien. Ils m'ont fait membre honoraire, par exemple, en Hongrie, ils m'ont fait membre honoraire de l'Académie des sciences, secteur sémiotique, parce que j'avais contribué à la sémiotique d'une façon significative. Mon pareil exemple aussi, j'ai participé à la création avec Grémas et Umberto Eco et Paglioni et d'autres, Jenny Nasca de Suisse, Paris de Belgique, à la création et à l'animation du Centro Internazionale di Linguistica e Semiotica de l'Université d'Urbino en Italie, qui a publié jusqu'à très récemment une série de working papers, de documents di lavoro, alors documents de travail, et qui a exploré beaucoup de domaines en sémiotique. Ça a été intéressant. J'ai moi-même enseigné tout un été il y a plusieurs années. Je suis retourné à l'occasion pour faire des conférences, participer à des séminaires. Et il y avait, je ne sais pas pourquoi, mais il semble maintenant qu'il y a un certain déclin de ce centre-là, parce que avant, je recevais systématiquement toutes les publications et chaque printemps, l'annonce de bourses pour des étudiants qui voudraient aller faire un diplôme ou obtenir des crédits en sémiotique à Urbino. Mais Paglioni, qui avait pris la relève du recteur Beau, est sans doute maintenant, est sûrement à la retraite depuis un bon moment. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a pris la relève. Je sais qu'il y a eu des problèmes de budget à l'université de Urbino. Alors, il se peut fort bien que, en consultant le site Google ou n'importe quoi, en consultant le web, je saurais sûrement où ça en est, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire, étant trop occupé par ailleurs pour regarder tout ça, mais éventuellement, un de ces jours, je vérifierai pour savoir où ça en est. Autrement, il y avait l'école sémiotique de Paris. Ils m'ont fait membre honoraire de l'école sémiotique de Paris. Alors ça, c'était Arrivé, et c'était Coquet, et c'était Grémas. Là encore, c'était à mon insu ou malgré moi, parce qu'il trouvait que je contribuais à la sémiotique. Il est vrai que j'avais été assez proche de Grémas lorsqu'il était chez Lévi-Strauss au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, jusqu'à ce que il s'en éloigne, enfin, il en soit éloigné, parce que Lévi-Strauss a voulu récupérer le local qu'il occupait. Mais quand même, j'ai pu être en contact avec ce groupe Cortez, que j'ai fait d'ailleurs venir à UBC, Joseph Cortez, qui travaillait avec Grémas. J'ai fait venir Grémas à Québec aussi. Enfin, je l'ai reçu chez moi comme Petitot, qui travaillait en sémiotique, et mes relations avec Petitot étaient beaucoup plus actives qu'avec Grémas, effectivement. Parce que c'était la théorie des catastrophes, de la morphogenèse surtout, de René Thom, que Petitot a bien développée et sur laquelle on s'est bien entendu. Alors, et notamment, ça portait ça sur
des concepts comme la médiation, la modélisation avec la médiation, et que Petitot a très bien développé la théorie de la médiation dans son chapitre, dans l'ouvrage, dans le collectif que j'ai dirigé sur la formule canonique de Lévi-Strauss, The Double Twist, From Ethnography to Morphodynamics. Mais alors, oui, ben, c'est ça, ça me fait penser que j'ai fait venir des sémioticiens aussi, bon, pour parfois un an, parfois un trimestre, et à Laval et à UBC, notamment Jean-Claude Gardin, qui était à la fois informaticien et sémioticien, Michel de Virville, qui était très important aussi en informatique, Claude Lévi-Strauss, Cortès, j'y faisais allusion, Meletinsky de l'Académie des sciences de Moscou, qui est devenu ensuite le recteur de l'Université des sciences humaines à Moscou. Des Hongrois, des Allemands aussi, enfin je ne sais plus. Mais j'ai toujours été actif pour situer le département où j'étais internationalement. Donc, avec des invitations, il y avait un programme du CRSH que j'ai abondamment utilisé pour financer la présence de professeurs étrangers dans nos universités et pour les engager dans l'enseignement. Alors, je l'ai beaucoup utilisé. Maintenant, ce programme est disparu. Mais ça a beaucoup servi et ça fait qu'on a développé des antennes ou des tentacules, voire même des tentacules se rendant assez loin dans différents pays. Et oui, aussi des Asiatiques, bon, tout ça avec le programme, avec l'université de International University of Kagoshima que j'ai dirigé. Alors tout ça, ben, c'était parce que je trouvais que c'était essentiel qu'on soit en contact avec les grands réseaux de pensée dans le monde universitaire, mais aussi en termes de géopolitique. Alors c'est comme ça que la sémiotique était un aspect qui, par l'intermédiaire du Centro Internazionale de Urbino, de faire des rencontres et de recruter parfois, comme ça a été le cas, des sémioticiens pour les amener soit à Vancouver, soit à Québec, et maintenir ouvertes des portes, ouverts des réseaux de communication avec différentes institutions. Alors que ce soit des universités, que ce soit l'École des hautes études en sciences sociales, le Collège de France, des universités américaines, des universités japonaises. Donc, c'était un travail, évidemment, ça demandait du temps. Et ça a été comme parallèle à ce que j'ai fait en dirigeant une douzaine de collectifs. Alors, les collectifs qui portaient tous, ou à peu près, sur l'analyse structurale, l'analyse des récits, et l'analyse des relations humaines. Et tous ces collectifs recrutaient des collaborateurs internationaux. Et j'étais très actif aussi à l'époque aux États-Unis. Alors j'avais des rencontres et je faisais des conférences à différents endroits, notamment sur la côte Est. Et c'était parallèle, tout ça, à l'invitation de chercheurs étrangers dans les universités où je travaillais. Donc ça forme un autre aspect de mes travaux. On pourrait faire un rapprochement entre ce que j'ai fait dans le domaine de la sémiotique et ce que j'ai fait sur la formule canonique de Lévi-Strauss pour l'analyse des mythes. Alors, comme je l'ai dit, au tout début, j'étais très intrigué par le chapitre fondateur, dit-on, de l'anthropologie structurale, l'analyse structurale en anthropologie et en linguistique et en anthropologie,
dans Anthropologie structurale, le premier tome. Et alors j'étais un peu intrigué par cette formule et j'ai essayé de voir si ça avait du sens. Et c'est pourquoi, lorsque j'étais au séminaire de Sibioc à l'Université d'Indiana, le séminaire international sur l'analyse des récits, j'ai travaillé sur cette formule-là. D'où ensuite la monographie Structural Models in Folklore and Transformational Essays, dont le chapitre 2 est le résultat sur tous mes travaux sur la formule canonique et son usage. J'y suis revenu périodiquement à certains égards, notamment peu de temps avant, je l'avais utilisé dans mon article paru dans Anthropos, Note sur l'élément de parenté, où je l'avais utilisé pour pour faire l'analyse du concept de l'inceste. Et Lucien Scubla, dans son livre Lire Lévi-Strauss, a repris mon travail là-dessus pour montrer comment la formule canonique, effectivement, dépassait de beaucoup simplement le récit, l'analyse du récit. Et Godelier, ensuite, dans son tout récent Lévi-Strauss, revient sur la formule canonique assez longuement et dit que, suite à des articles qui ont paru récemment, que c'est l'outil pour réconcilier, pour réunir le cognitivisme et les sciences humaines. Alors que c'est vraiment quelque chose de très, très utile et très prometteur, de fondamental. Et vu le ton assez critique qu'il a dans ses autres chapitres, d'une part sur la parenté et d'autre part sur la mythologie, bien que les bilans soient positifs, en fin de compte, pour chacun de ces deux grands secteurs. Mais tenant compte de ses réserves sur plusieurs aspects, lorsqu'il dit ça sur la formule canonique, à laquelle il consacre quand même tout un exercice à la fin du chapitre en question, bien c'est intéressant de voir que même lui, plutôt réticent, est sujet à frogner sur des aspects, des études formalistes, des analyses formelles, qui soit contraint quand même de reconnaître l'intérêt, mais il reconnaît en toute honnêteté l'intérêt et la puissance cognitive, heuristique de la formule canonique. Alors ça, ça nous a intéressés de faire du travail en commun là-dessus. Par ailleurs, un autre aspect des travaux que j'ai poursuivis et qui reste un axe assez fondamental est celui des chaînes de Markov en analyse des probabilités. Alors Markov, qui a été le grand classique, qui en 1911 a écrit son livre sur... qu'est-ce que c'est encore? C'est Eugène Onegin. Alors, une analyse mathématique d'Eugène Onegin, et qui a donné lieu à la création, surtout suite à The Mathematical Theory of Communication de Shannon et Weaver, qui a donné naissance à toute l'informatique, et qui a donné naissance donc à tout le calcul, non seulement de l'entropie et de la négantropie, mais qui s'est trouvé à reprendre, pour ainsi dire, la première loi de la thermodynamique, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme, et quels sont les modules de transformation, et dans quelle mesure tout ça, c'est probabilistique. Alors, Markov, c'est simplement une mesure de la probabilité que tel événement va suivre tel autre. Et ça, aussi, c'est un domaine exploré par la physique quantique, que Einstein n'a jamais voulu accepter. Parce que lui, il était déterministe, alors que la physique quantique est probabiliste. Alors, il faut voir comment Einstein rugissait quand on lui parlait de la physique quantique. Et donc, la physique quantique est probabiliste. Alors, par exemple, on en trouve
des explications, des présentations très intéressantes dans les œuvres d'Hubert Reeves. Et c'est le même modèle qu'on peut utiliser dans les sciences humaines. Alors, quelle est la probabilité? Puis c'est reconnu par les langues humaines aussi, et ça a trait à l'imaginaire. Alors ça, c'est fascinant. L'étude de l'imaginaire et tout ce qu'on trouve quand on creuse un peu le sujet. L'imaginaire qui repose sur la mémoire. À partir de scénarios vécus, on en interpole d'autres, on en extrapole d'autres, et on devient... on tâtonne le futur. Parce que, on préfère avoir des prévisions comme à la météo qui sont fausses que de ne pas en avoir. Alors, on aime toujours mieux avoir un horizon qu'on peut postuler et pour ensuite, avançant à tâtons, s'y trouver plus ou moins confortable, plus ou moins en sécurité, privilégiant l'inertie. Ah, l'inertie, ça c'est fondamental aussi. Alors l'inertie et la confiance. Alors il y aurait beaucoup à dire sur la confiance, qui est le fondement des relations humaines. Alors si on n'a pas confiance en l'autre, on devient ennemi forcément. Enfin, on devient méfiant. Alors c'est la confiance ou la méfiance. Et tout ça, c'est l'histoire des oppositions binaires en structuralisme. Bon, c'est un autre chapitre, ça. Alors, la confiance qu'on fait à l'autre. Alors, on peut avoir une confiance absolue, comme le bébé a une confiance absolue en sa mère, jusqu'à ce qu'il soit déçu. À un certain moment, il peut être traumatisé, perdre la confiance. Les meilleurs amis. Alors, les meilleurs amis, c'est quand on a confiance en l'autre, et complètement. Alors, on sait qu'on ne sera jamais jugé, ou, comme le dit Saint-Exupéry dans Citadelle, l'ami, c'est celui qui ne juge pas. Donc, on peut faire confiance, on peut raconter n'importe quelle gaffe qu'on a faite à un ami, on sait qu'on ne sera pas jugé. Alors, on lui fait confiance. Et ça, c'est la dynamique fondamentale des relations humaines. C'est ça aussi qui fonde l'échange, parce que si, que ce soit l'échange d'épouses ou d'époux en système de parenté, que ce soit l'échange de biens et de services, si on ne fait pas confiance à l'autre, on ne peut pas, c'est-à-dire confiance sur la réciprocité repose sur la confiance. Alors l'échange repose sur la confiance, d'où la réciprocité repose sur la confiance. Alors si ma sœur me donne à son frère, au frère de son ami, j'ai confiance que le frère de son ami que la sœur de son ami a confiance qu'elle donnera son frère à quelqu'un d'autre, et que ça me reviendra. Ou que, si je donne un cadeau à une personne, et là, c'est tout l'énigme du don, et ça, c'est tous ces développements absolument extraordinaires que les Amérindiens de la côte du Pacifique ont fait à propos avec les potlatches. Et là, Godelier a fait un peu courte vue, un peu myope. J'en ai parlé d'ailleurs. Il m'a dit, fais-moi une recension, puis dis-moi ça, mais je n'ai pas eu le temps de la faire. Alors, ces études du potlatch. Parce que ces études du potlatch... la gendarmerie royale a condamné le potlatch dans les années 1920 parce que c'était considéré scandaleux de détruire la propriété plutôt que de la donner ou de la vendre. Parce que les Kwakwaka'wakw, qu'on appelait autrefois les Kwakiutl, et les Tlingit et d'autres, pratiquaient la forme forte du potlatch. La forme forte du potlatch, c'était de détruire plutôt que de donner. Tandis que la forme affaiblie, qu'on trouve ensuite en descendant vers la Californie, c'est de montrer sa force et d'être extra généreux. Donc, quand on est... Alors, nous, on dit « mieux vaut donner que recevoir ». Et Mauss a bien montré, Godelier a repris tout ça, comment mieux vaut donner que recevoir. Donner, à ce moment-là, c'est qu'on asservit l'autre. Et asservissant l'autre, on le met dans notre dette et on crée une relation de déséquilibre. Et l'autre va devoir équilibrer, va se sentir dans le besoin d'équilibrer. Et tout ça, ça ne peut se faire
ayant confiance l'un dans l'autre. Parce que la confiance, c'est une relation symétrique et réciproque. Donc, OK, on va donner A donne à B, et croyant qu'éventuellement B va le lui rendre. Et B va se sentir dans l'obligation de le rendre à A tant qu'il ne l'aura pas fait. Et s'il réussit à donner à B, à A, à rendre à A plus que ce qu'il n'a reçu de lui, eh bien là, c'est lui qui va dominer A. Donc la relation de confiance joue, mais avec un certain niveau qu'il va falloir maintenir un équilibre très difficile à conserver. Alors nous, c'est ça, c'est pourquoi on dit dans l'Évangile, mieux vaut donner que recevoir. Donc mieux vaut dominer que être dominé. Or, et ça vaut pour les sexes aussi. Hein. Alors il faut qu'un sexe domine l'autre. Ça, c'est Dumont, Louis Dumont, l'anthropologue français, qui a bien développé tout ça. Comment c'est nécessaire que si A est différent de B, A doit être plus grand que B ou plus petit que B. Alors ça, je me suis opposé à cette théorie. Tiens, Dumont, justement, je l'avais fait venir à Laval. Il avait passé un trimestre ici. Alors, tandis que pour les Amérindiens de la côte ouest du Canada, ce n'était pas le cas. C'était que si A est différent de B, ça n'implique pas que A soit inférieur ou supérieur à B. Mais c'est que les deux sont parallèles. C'est pourquoi les hommes et les femmes ont un même niveau, avaient traditionnellement un même niveau, et que les femmes avaient leur potlatch comme les hommes avaient le leur, et qu'on considérait que le potlatch n'était pas une question de rivalité, comme ça l'est dans des formes affaiblies plus au sud, ce qui veut dire que j'invite mon partenaire, mon ami, l'autre clan, et là je le comble de bienfaits, de biens et de services. Alors que 2 ans plus tard, il me rendra l'appareil, mais encore avec plus de générosité. Et alors là, c'est une escalade. Alors, au plus au nord, qu'est-ce qu'on... comment dire... le principe de base, c'est, ou le postulat, c'est mieux vaut détruire que donner. Alors ça, c'est le grand scandale. Alors on a des ressources incroyables, les grands cuivres, par exemple, martelés, qui représentent des fortunes, des contenants d'huile de poisson qui sont d'une grande valeur, des grandes barques, des esclaves, des armes de toutes sortes. Et alors tout ça, dans les potlatchs, on détruit. On casse les grands cuivres en miettes, on jette ça dans la mer, sont plus récupérables. On saborde les grandes barques, on tue des esclaves même. On jette l'huile de poisson dans la mer. Alors tout ça, donc, c'était absolument scandaleux, et c'est pourquoi la gendarmerie royale a complètement interdit les potlatchs. Mais ça se passait comme ça, et toujours, cela s'inscrit dans la perspective des relations de confiance. Alors, quand on suit l'apophthegme « mieux vaut détruire que donner », eh bien, on est dans une relation de confiance encore plus forte parce que, comme ils le disent dans leur texte eux-mêmes, je me mets complètement nu devant toi pour que tu puisses faire de moi ce que tu veux. Donc, j'ai tellement confiance en toi que je me mets complètement à ta disposition. Tout dépouillé. J'ai tout jeté, ma fortune, je me suis dépouillé de mes biens. Je suis là, tout nu devant toi. Et donc, je t'aime, en quelque sorte, parce que je te fais une confiance absolue. Alors, c'est très différent de la morale chrétienne, qui est une morale capitaliste. Il ne faut pas oublier que l'Église catholique fut la première institution multinationale qui a toujours visé son profit. Alors, puis, il y a l'islam aussi, qui, de son côté, est multinational, est une grande multinationale. Alors, nos religions, les religions occidentales, et africaines, musulmanes, sont des religions capitalistes, des religions qui, plutôt que la confiance,
privilégie la méfiance. Alors il faut toujours se méfier de l'autre, il faut toujours savoir avoir des réserves, ne pas s'ouvrir trop vite. Parce que si on s'ouvre trop vite, on peut être dépossédé. Si on ouvre la porte, l'autre peut nous envahir et nous ravir. Et alors faire comme le vautour qui mange le foie de Prométhée cloué à son rocher éternellement. Alors on va se faire dévorer par l'autre. Alors il faut donc être méfiant. On trouve dans certains pays, comme au Brésil, c'est ce qui ça m'avait frappé, que l'attitude est plutôt d'ouverture et de... On n'a pas peur de risquer, quoi. On n'a pas peur de risquer la confiance à l'autre. La confiance est comme un point de départ, la base qu'on reconnaît comme étant le fondement des relations humaines. Et alors donc, on peut se faire confiance. Alors que ce soit des gardiens de musée qui s'approchent de moi, qui me disent ben, « Écoutez, mon cher monsieur, vous n'avez pas le droit d'allumer votre pipe dans le musée. Bon, mais ça, avec un tel charme, avec une telle bonhomie, qu'on se sent loin de l'acrimonie avec laquelle on est interpellé par des gardiens de musée, ici ou ailleurs. » Alors, toujours pour revenir à la confiance, donc ça, c'est une question de probabilité. Alors, la probabilité que je sois pas trahi par un tel va me faire lui accorder confiance à un certain degré. Et jusqu'où pourrais-je aller? Alors, jusqu'où pourrais-je, comme les Amérindiens du potlatch, du vrai potlatch, me mettre à nu devant lui ou elle et lui dire « Me voici. Tu peux me prendre, tu peux faire ce que tu veux avec moi. Je n'ai plus aucune arme. J'ai jeté mes armes. J'ai brûlé mes ressources. » Donc, alors, ça n'est que lorsque on a vraiment parcouru un long chemin, comme le dit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, le chemin de l'apprivoisement. Alors, comment on peut apprivoiser l'autre? Alors, c'est le renard qui enseigne au Petit Prince comment il doit l'apprivoiser. Et alors, l'apprivoisement, c'est justement l'apprentissage de la confiance, mais une confiance qui est fondée sur l'expérience. Et alors là, c'est toute la question des Memory Organization Packages et des Imaginary Structuring Processes, sur lesquels j'ai écrit quelques articles, qui nous permettent d'inventer des scénarios et d'en rendre compte toutes les langues, avec les subjonctifs, avec les conditionnels, avec les irréels. Alors ça, c'est fascinant d'analyser tout ça, parce que qu'est-ce que je serais devenu si, au lieu de faire de l'anthropologie, je faisais du cinéma? Alors, l'irréel passé. Qu'est-ce qui se passera le jour où je traverserai l'Atlantique à la nage? Irréel futur. Mais tout ça, c'est des scénarios qu'on peut garder à l'esprit et dont on peut explorer la probabilité avec une certaine confiance ou méfiance.